Merci beaucoup, docteur. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement fier et honoré d'être devant vous aujourd'hui et je tiens particulièrement à remercier la société MedLife Consult pour cette invitation à animer ce webinaire en préambule de cette formation en ligne que nous allons lancer ensemble en collaboration pour mes chers consoeurs et confrères algériens. Il faut savoir que j'ai une histoire particulière avec l'Algérie puisque avant le Covid, j'ai été amené depuis 2016 à voyager plusieurs fois dans l'année dans différentes villes algériennes pour des conférences, pour ma formation en philosophie Alexander, puisque j'ai pu l'implémenter en Algérie et j'ai toujours été reçu de manière extrêmement généreuse, hospitalière. Et pour moi, c'est vraiment me retrouver en famille que d'être avec mes amis algériens. Donc, ma joie est double aujourd'hui de me retrouver encore une fois devant vous pour cette heure de partage que j'espère être très intéressante, fructueuse et qui, encore une fois, je le souhaite, vous donnera envie de participer à notre future formation en ligne, notre masterclass en orthodontie. Le docteur m'a brièvement présenté. Je dirais simplement que je suis chirurgien dentiste, diplômé de la faculté dentaire de Casablanca en 1993 et dans la foulée, je me suis envolé pour la faculté de Bordeaux où j'ai suivi un diplôme universitaire en orthodontie duquel j'ai été diplômé en 1997. Et depuis que j'ai quitté les bancs de la faculté à Casablanca, je n'ai rien fait d'autre que de l'orthodontie. Donc, je pourrais me qualifier d'orthodontiste exclusif. C'est tout ce que je sais faire. J'essaie de le faire du mieux que j'ai pu. Euh, j'ai également eu des rencontres qui ont jalonné mon parcours, notamment mon maître, le docteur Jean Darquet, que Dieu ait son âme, le docteur Vic Alexander, que Dieu ait son âme également, qui est un véritable mentor. J'ai pratiqué pendant très longtemps de l'orthodontie linguale grâce à mon ami et père spirituel, le docteur Didier Filion. Je dirais plus frère spirituel que père, parce qu'il va me dire, tu vas encore me faire vieillir. Et puis, à force de travail, d'engagement, et inspiré par toutes ces personnalités marquantes du domaine de l'orthodontie, je me suis lancé dans la formation. Et donc, depuis le tout début de ma carrière dans le privé à Casablanca, puisque j'exerce dans la ville de Casablanca, au Maroc, j'ai commencé à participer à des congrès, à faire des différentes présentations jusqu'à ce que je devienne, on va dire, un conférencier, ce qui m'a permis de sortir des frontières marocaines pour aller justement en Europe, aux États-Unis, en Algérie, en Tunisie, en Italie, un peu partout pour différents cours. Ce qui est important à savoir, c'est que mes présentations ne souffrent d'aucun conflit d'intérêt, c'est-à-dire que je n'ai aucun intérêt commercial dans toutes les diapos que je vais montrer aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je ne suis pas là pour vous vendre des braquettes, des attaches, une technique, une philosophie. Je suis là simplement pour partager très modestement presque 30 ans d'expérience maintenant et vous dire ce que je pense, notamment des extractions en orthodontie. Est-ce toujours d'actualité? Alors, voici l'entrée principale de mon cabinet qui se trouve à Casablanca. Ça s'appelle Orthoclinique et comme je l'ai dit, qui est dédié exclusivement à l'exercice de l'orthodontie pour enfants et pour adultes. Voici quelques images de l'intérieur de mon cabinet et vous êtes tous invités, dès que vous le pouvez, de venir passer quelques jours avec moi. Ça serait un véritable plaisir. Alors, la question du jour, est-ce qu'il faut faire ou pas des extractions aujourd'hui en orthodontie? Alors, c'est une question qui date depuis le début de l'histoire moderne de l'orthodontie et qui a commencé avec Édouard Angle, qui est le père fondateur de l'orthodontie moderne, de l'EDGOAIS, et qui estimait qu'à partir du moment où nous naissions avec 32 dents, il fallait finir avec 32 dents. Et donc, il faisait tous ces traitements sans extraction dentaire. Il se trouve que le docteur Angle avait parmi ses élèves quelqu'un qui est devenu véritablement une légende, à savoir le docteur Tweed, et qui a pu récupérer beaucoup de traitements qui ont échoué et qui avaient été faits sans extraction par le docteur Angle. Et il a réalisé que le fait de faire trop d'expansion, de pousser les dents vers l'avant, entraînait des récidives.
Et donc, il a un peu déplacé le curseur dans le sens opposé en commençant à extraire de manière quasi systématique. Ensuite, vers la fin des années 50, début des années 60, un orthodontiste qui est probablement parmi les plus brillants, le docteur Fred Schudy, face à un certain nombre de dégâts qui sont dus à des extractions qui n'étaient pas forcément justifiées, a réintroduit la notion de traitement sans extraction. Il a un peu tempéré les propos du docteur Tweet. Et le docteur Schudy a énormément inspiré mon père spirituel, mon mentor, le docteur Vic Alexander. Et ainsi, pratiquement chaque 10 ans, le curseur s'est déplacé d'un côté ou l'autre vers des traitements sans extraction ou des traitements avec extraction en fonction de l'émergence des différents orthodontistes qui étaient des références à ce moment-là, qui étaient, on va dire, à la page, en fonction de l'évolution des techniques, en fonction de certaines affirmations des commerciaux, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Jusqu'à ce que arrive, au début des années 2000, le docteur Dwight Damon, qui est un orthodontiste très très connu, et qui est venu dire, ben, finalement, moi j'ai mis en place un système grâce auquel vous allez faire très très peu d'extraction pour ne pas dire pas d'extraction du tout, en évoquant un changement de paradigme. Et dans ce changement de paradigme, il s'est basé sur trois éléments. C'était au début des années 2000, 2003, 2004. Et il a avancé trois arguments. Le premier, c'est que les extractions ruinent le profil, ils aplatissent le profil. Le deuxième argument, c'était que les extractions n'amélioraient pas du tout la stabilité. Et le troisième élément, c'était que grâce à son système, grâce à ses arcs, on faisait beaucoup moins d'extractions et qu'on n'extrayait jamais pour une question de place, c'est-à-dire quel que soit l'encombrement que vous avez, en utilisant son système, vous n'allez pas faire d'extraction, vous allez créer de l'os. Mais qu'on pouvait extraire simplement pour des raisons de face, c'est-à-dire lorsque vous avez des dents en avant. Et lorsque il a présenté ces cas, ça a un peu fait l'effet d'une bombe et les gens ont pensé que c'était une véritable révolution, encore plus qu'une évolution. Sauf que les universités, les chercheurs, les orthodontistes qui se basent sur la preuve scientifique, parce que Dwight Damon n'avait absolument présenté aucune preuve, ont commencé à travailler pour savoir est-ce que les arguments présentés par le docteur Damon étaient recevables ou pas. Et je vais commencer par le premier argument. Est-ce que les extractions ruinent le profil? Voici une étude qui avait été faite au Brésil, qui avait été publiée dans l'European Journal en 2016 et qui avait consisté à essayer de savoir quel était l'effet des extractions sur l'esthétique faciale et leur évolution dans le temps, c'est-à-dire avec des patients qui allaient vieillir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement pris un panel de personnes de la société civile et ils leur ont montré des photos de patients avant-après, certains traités avec extraction, d'autres sans extraction, pour leur dire quels étaient les profils qu'ils trouvaient les plus attractifs. Et quelle a été la conclusion? C'est qu'il n'y a eu aucune différence significative dans le jugement entre les patients traités avec ou sans extraction. Mieux que ça, ils ont revu ces patients-là, ces photos dans le temps, et là aussi, 8 ans après, ils ont constaté qu'il n'y avait absolument aucune différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les extractions sont bien indiquées, il n'y a aucun effet délétère sur le profil. Et ceci, bien avant l'arrivée du docteur Daman, a été corroboré par d'innombrables études, comme celle de Bichara en 95, Nanda en 2007, Burroughs en 2012, et bien avant, dans les années 70-80, toutes les études aujourd'hui montrent que lorsque les extractions sont indiquées, et pour cela il y a des règles, il n'y a aucun effet négatif sur le profil. Donc le premier argument des gens qui vous disent qu'il ne faut jamais faire d'extraction parce que ça abîme le profil n'est pas recevable. Bien évidemment, si vous avez une patiente qui se présente avec un profil tel que celui-ci, un profil qui est concave, avec une absence de lèvres, avec un nez qui est fort, un menton qui est fort, il est évident qu'il ne faut pas faire d'extraction. Quoi que vous fassiez, il faut essayer de pousser les dents en avant, dans la limite du possible, pour essayer d'harmoniser son profil, de rehausser ses lèvres,
et de lui redonner une apparence qui est esthétique. Mais si vous avez un patient avec un profil qui est beaucoup plus équilibré, est-ce qu'il faut faire des extractions? Eh bien, si vous avez un encombrement aussi fort que celui-là, c'est-à-dire 10, 12, 13 millimètres, comment voulez-vous le traiter sans extraction, sans avoir un impact négatif sur son profil? Parce que ce profil qui est droit, si vous n'extrayez pas, en cas d'encombrement important, la seule solution que vous avez, c'est de pousser les dents en avant. Et en poussant les dents en avant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une biproalvéolie. La biproalvéolie n'est pas plus esthétique qu'un profil creux. Donc, dans des cas pareils, on fait des extractions pour maintenir le profil. Et il n'y a absolument aucun risque pour abîmer le profil. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'élément qui consiste à dire qu'à partir du moment où j'ai un profil qui est droit, je ne dois pas faire d'extraction, il ne tient pas la route. Tout dépend de l'encombrement que vous avez. Si vous avez 3-4 mm d'encombrement, à l'évidence. Mais si vous avez beaucoup de millimètres, beaucoup de manque d'espace, vous devez faire des extractions pour maintenir le profil. Donc c'est toute cette logique qu'il faut implémenter. D'autres arguments ont été avancés au détriment des extractions, c'est-à-dire beaucoup de gens aujourd'hui, notamment des philosophies qui sont assez tendances aux États-Unis et dans le monde, qui disent que non seulement les extractions abîment le profil, mais également ils réduisent le sourire, ils créent des zones d'ombre, etc. Qu'en est-il réellement? Eh bien, au-delà de l'étude qu'on vient de voir, il y a une pléthore d'études qui sont disponibles dans la littérature et qui montrent que les extractions n'ont pas d'effet sur le sourire, n'ont pas d'effet sur les zones d'ombre, n'ont pas d'effet sur le airway. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous dit il ne faut jamais faire d'extraction parce que vous allez abîmer un profil, vous allez abîmer un sourire, vous allez créer un problème de respiration, vous allez créer des zones d'ombre, c'est complètement fallacieux et ce n'est basé sur aucune preuve scientifique. Tout est une question de diagnostic, j'y reviendrai. Le deuxième argument du docteur Damol et des gens qui sont les promoteurs de ces techniques non extractionnistes, souvent autoligaturantes, et que les extractions n'améliorent pas la stabilité, que le fait de faire des extractions n'améliore pas la stabilité. Alors, la vraie question à se poser, c'est si on n'extrait pas, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de l'expansion et ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse arch development, le développement de l'arcade. Qu'en est-il réellement? Eh bien, la première chose à savoir, avant de faire ces expansions et cet arch développement, c'est quelles sont les limites anatomiques sur lesquels nous travaillons, parce que nous ne sommes pas dans un monde infini, dans une bouche infinie ou dans une simulation sur un ordinateur ou dans un typodonte où on va pouvoir déplacer les dents à outrance. Donc, si on ne connaît pas l'environnement dans lequel nous travaillons, nous ne pouvons pas comprendre ce genre de choses. Donc, essayons de savoir quelles sont les limites anatomiques pour savoir quelle est cette expansion que nous pouvons faire, quel est cet arch-développement que nous pouvons avoir. Et nous avons donc sur la photo de gauche l'épaisseur qu'il y a en avant des incisives supérieures et inférieures. Quelle est l'épaisseur d'os que nous avons en avant des incisives? Eh bien, figurez-vous qu'au niveau maxillaire, nous avons au maximum 1 mm à 1 mm,2 d'os en avant des incisives supérieures et encore moins au niveau des incisives inférieures, puisque nous avons entre 0,5 et 0,8 mm d'os. Avec aussi peu d'os, comment voulez-vous vestibuler sans limite? Qu'en est-il sur le plan latéral? Quelle est l'épaisseur d'os au niveau des prémolaires? Nous avons en moyenne entre 0,6 et 0,9 au niveau des premières prémolaires, un peu plus au niveau des secondes prémolaires. D'accord? Et Koskul a trouvé que l'épaisseur en moyenne de canine à la deuxième prémolaire est aux alentours de 1,4. Alors, essayez d'imaginer ce que c'est et prenons le cas idéal, maximal, de 1,4. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'expansion
Combien pouvez-vous gagner d'espace avec une épaisseur d'1 millimètre sans sortir les dents de l'os? Alors oui, si nous avons des secteurs latéraux avec un torque négatif, le fait de les redresser, et ça ce n'est pas de l'expansion, c'est du redressement, on le verra un peu plus tard, peut faire gagner 1 à 1,5 mm. Mais si vous avez des dents avec un torque à zéro de dents droites, comment voulez-vous gagner de la place avec un espace entre 0,8 et 1,2, 1,3 mm? En faisant cette expansion, vous n'allez faire que de la vestibuloversion et vous allez créer des déhiscences et des fenestrations. Quel est l'effet de la vestibuloversion et quel est l'effet de cette expansion? Donc, admettons qu'on aille au-delà des limites anatomiques. Que se passe-t-il lorsque nous vestibulons beaucoup les incisives et lorsque nous vestibulons beaucoup les prémolaires et les canines, c'est-à-dire les secteurs latéraux? Et c'est ce que font ces fameuses techniques non extractionnistes, souvent autoligaturantes avec des arcs très très larges. Eh bien, sur l'effet de la vestibuloversion, Matsumoto, c'est une étude qui a été publiée en 2024, je pense, a montré que lorsque vous avez une incisive qui est bien positionnée et que elle est vestibulée de plus de 2 millimètres ou de 8 degrés au niveau de l'IMPA, vous augmentez de 50% la probabilité de développer des déhiscences. Alors, essayez encore une fois d'imaginer, nous parlons des chiffres minimes. Vous vestibulez de quelques degrés, vous vestibulez de 2 millimètres, vous augmentez par 2 fois la chance, le risque d'entraîner des déhiscences. Et 2 millimètres, c'est très vite fait. Vous avez un petit encombrement de 3-4 millimètres, vous avez une petite courbe de spé, vous mettez un fil, vous ne prenez pas de précaution, les dents vont vestibuler au-delà de cette limite-là. Qu'en est-il latéralement? Donc, dans une étude randomisée en double aveugle sur les autoligaturants, Cataneo a trouvé 20% de réduction dans l'épaisseur de l'os au niveau des secondes prémolaires avec des techniques comme Damon ou comme les innovations. Moresh a également trouvé que dans le cas de l'expansion avec les attaches Damon, parce qu'il faut savoir que l'expansion n'est pas due aux attaches, elle est due aux arcs qui sont utilisés, qu'il y a une perte d'os horizontale et verticale au niveau des incisives et au niveau des premières molaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on utilise ces arcs très très larges, qui est la seule façon d'espérer avoir de la place pour éviter les extractions, nous allons sortir les dents de l'os. Pourquoi? Parce que comme je l'ai montré dans la diapo précédente, il y a des limites anatomiques. D'accord? Donc non seulement nous sommes limités, mais nous nous exposons à des dégâts considérables sur le plan parodontal. Qu'en est-il de la stabilité? Et les gens qui me connaissent savent combien je suis attaché à la stabilité. Ça va permettre de répondre au deuxième argument qui ne tient pas la route non plus du docteur Damon et des gens qui promeuvent ces techniques non extractionnistes. L'expansion, notamment de canine à canine mandibulaire, est très très instable. Et ça, on le sait depuis pratiquement 50 ans, 60 ans, et notamment les études de Little, qui, qui ont été des études à grande échelle sur la contention, sur la récidive. C'est le facteur numéro un de la récidive, c'est l'expansion canine mandibulaire. De la même manière, Profit a démontré, exactement comme Matsumoto, que si vous déplacez les incisives en avant de plus de 2 millimètres, il y a une pression très importante qui va être appliquée sur ces dents-là par la lèvre inférieure. Vous allez violer les équilibres fonctionnels et les incisives vont récidiver. De la même manière, Riedel a démontré que lorsque vous déplacez de 1 à 2 millimètres une incisive au-delà de la ligne apogonion, vous allez avoir l'apparition d'encombrements secondaires qui sont le signe d'une récidive. Pourquoi? Parce que les dents doivent être dans un couloir dentaire, dans un équilibre de force entre la lèvre et les joues d'un côté, la langue de l'autre. Dès que vous violez ces règles-là, dès que vous violez ces limites anatomiques et fonctionnelles, vous allez vous exposer à la récidive. Et je pourrais le redire à d'autres occasions, le fait de coller un fil, le fait de mettre une gouttière n'empêche pas la récidive. Elle va apparaître. Ou même si les dents tiennent la route après le traitement, le jour où vous retirez vos contentions, tout va revenir, on va dire, dans une situation, peut-être pas initiale, mais en tout cas, va collapser par cette pression fonctionnelle. Alors après, il y aura toujours des gens qui vont me dire, oui, mais il faut garder la contention à vie.
Ça, c'est un argument, encore une fois, qui est présenté par les gens qui savent qu'ils mettent les dents dans des positions instables parce que les dents ne sont pas faites pour rester enserrées toute leur vie dans une gouttière ou dans un fil. La contention, elle a une durée de vie. C'est exactement comme quelqu'un qui se casse un bras. Vous allez faire le traitement de la fracture, donc c'est la réduction de la fracture, c'est ça le traitement d'orthodontie, et vous allez faire la contention, c'est le plâtre. Imaginez, vous dire à quelqu'un, vous devez garder un plâtre pour la vie. Non, ce n'est pas possible. La contention, elle a des règles. Et si vous placez les dents dans des positions stables, lorsque vous allez enlever votre contention, les dents vont rester en place. Alors, une fois ces éléments, combien d'espace peut-on gagner sans faire d'extraction? Donc maintenant que nous savons qu'il y a des limites anatomiques, quels sont les risques? Combien d'espace on est autorisé à gagner si on fait un traitement sans extraction? Alors voici une slide issue du livre de Profit, Contemporary Orthodontics, qui est véritablement une référence que je vous recommande de lire, surtout les débutants. Voici l'espace qu'on peut gagner chez un adulte si on ne fait pas d'extraction. Alors, la distance intercanine, elle ne nous donne aucun millimètre parce qu'il faut la garder telle qu'elle. Un peu d'expansion au niveau molaire, et ça, je parle de l'arcade mandibulaire, un peu d'expansion au niveau molaire, on va dire le maximum qui est autorisé, c'est 3 mm, c'est-à-dire 1 mm et demi de chaque côté. Elle va nous donner 0,9 mm sur le périmètre d'arcade. Si on avance un tout petit peu les incisives de ce qui est autorisé, c'est-à-dire maximum 2 mm, ça va nous donner 2,2 mm. Et si en plus on fait du stripping de prémolaire à prémolaire, en enlevant 0,5 mm, ce qui est déjà beaucoup, on va avoir 2,6 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en utilisant tout ce qui est possible, on ne va pas gagner plus que 5 à 6 mm sur l'arcade en étant extrêmement agressif sur le plan du stripping. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour laisser les dents dans les limites anatomiques, les limites fonctionnelles, les limites de stabilité, le maximum d'encombrement qu'on peut traiter sans extraction, d'accord, c'est 3 à 5 mm si on intègre le stripping. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que il faut savoir où vous mettez les pieds. Lorsqu'on vient vous dire n'importe quel encombrement parce que vous allez utiliser telle ou telle technique, vous allez pouvoir le faire sans extraction, c'est complètement faux parce que les données scientifiques, les limites anatomiques, les limites fonctionnelles, les limites de stabilité nous disent le contraire et nous donnent un cadre dans lequel nous sommes autorisés à faire ou ne pas faire des extractions. Qu'en est-il chez un enfant? Essayons de voir le cas le plus favorable parce que chez l'enfant, nous pouvons bénéficier, si nous commençons le traitement avant la perte des 5 de lait, du e-space, du leeway. Alors, le leeway et sa préservation peut nous donner jusqu'à 4 mm de longueur d'arcade. Une petite expansion et un redressement des secteurs latéraux nous donnent 0,9 mm. Une petite avancée des incisives, 1 mm. Et si on strip, on a 2,6 mm. C'est-à-dire, chez un enfant, avant la perte des 5 de lait, si vous utilisez encore une fois toute la panoplie de guerre, vous allez pouvoir gagner 8 mm d'encombrement. Et donc, vous pouvez corriger un encombrement de 6 à 7 mm. Mais si vous ratez le virage du e-space, là, vous retombez dans 4 à 5 mm d'encombrement. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire un traitement sans extraction, ça a des règles, ça a des limites. Pas plus de 4 mm, 5 mm d'encombrement, à laquelle il faut ajouter 1 à 2 mm de cours de spin. Donc le maximum, dans le meilleur des cas, que vous pouvez traiter sans extraction, c'est un encombrement, on va dire entre 4 et 5 mm. C'est pour ça que finalement, la question la plus importante, elle n'est pas est-ce qu'il faut extraire ou ne pas extraire. La question la plus importante, c'est où devons-nous mettre les dents à la fin du traitement pour avoir un résultat qui va être esthétique, qui va être fonctionnel, qui va être respectueux du parodonte, donc sans déhiscence, sans fenestration, et qui va être stable à long terme. Et pour cela, il y a des règles de stabilité.
Et ces règles ont été étudiées par Riddle, Little, Alexander, John Deep, par toutes ces personnes-là qui sont des légendes en orthodontie. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire aujourd'hui, oui, avec mon appareillage, vous pouvez traiter tous les cas sans extraction, posez-lui une seule question. Est-ce que vous avez des études qui corroborent tout ça? Il ne s'agit pas de montrer un, deux, 10 cas cliniques. Il s'agit de montrer les études, de montrer ce que dit la science, de montrer quelles sont les limites anatomiques, quelles sont les études de stabilité, quelles sont les études fonctionnelles, comment va le parodonte, etc. C'est ça la question qu'il faut poser. Et nous savons depuis 50 ans, 60 ans qu'il y a des règles, qu'il y a des règles de stabilité qu'il ne faut pas violer. Et c'est pour ça, là aussi, lorsque vous êtes devant un cas clinique et que une fois que vous saurez quels sont ces cas, et justement, j'en parlerai pendant la formation en ligne, pendant la masterclass, Inch'Allah, la question à se poser, c'est si je traite sans extraction, est-ce que je suis capable de respecter ces règles de stabilité? Est-ce que je ne vais pas les violer? Voilà la vraie question à se poser. Troisième argument, présenté par M. Damon et par encore une fois certains de ses acolytes qui ont développé leurs propres techniques, sans vouloir citer de noms parce qu'ils sont assez populaires, notamment en Algérie, c'est que on fait moins d'extraction avec les braquettes autoligaturantes. Alors ça avait fait fureur lorsque ça a été présenté en 2004-2005. Je me rappelle avoir été à Monaco pour le premier symposium européen de la technique Damon et on avait tous été impressionnés. Sauf que les études ont montré exactement le contraire. Donc, que disent les études? Quelle est la différence entre les braquettes passives self-ligating, donc les braquettes autoligaturants, et les braquettes conventionnelles? Voici l'une des nombreuses études qui avait été publiée notamment dans le JCO en 2014 sur le débat extraction-non-extraction pour savoir est-ce que les braquettes autoligaturants apportaient un avantage. Eh bien, la conclusion est sans appel d'un point de vue de la preuve scientifique. Les braquettes autoligaturants n'apportent aucun bénéfice supplémentaire par rapport aux braquettes conventionnelles. Ça a été prouvé par toutes les études sur le comparatif entre les braquettes autoligaturants et les braquettes conventionnelles, et notamment par deux éminents spécialistes britanniques qui sont Andrew Dibiase en 2011 et Patrick Fleming en 2013, qui sont des orthodontistes evidence-based, qui sont vraiment des références aujourd'hui dans le domaine. Et puis, ça avait été rappelé également par le docteur Neil Kravitz, qui est probablement l'orthodontiste américain aujourd'hui qui est le plus suivi, qui a une aura extrêmement importante, qui est un conférencier international, qui est appelé un peu partout, et qui avait parlé des 5 lois universelles de la contention et qui a dit qu'il fallait faire très, très, très attention lorsque nous traitons sans extraction et qu'il ne fallait pas croire tout ce que disent les commerciaux ou certains conférenciers qui sont notamment des key opinion leaders parce qu'il n'y a pas de braquette magique qui fait grandir de l'os. On ne peut pas faire grandir l'os. Donc ce n'est pas parce que vous allez utiliser telle ou telle braquette que l'os d'un seul coup, comme par magie, va grandir. Et la raison est simple, c'est que les dents ne savent pas avec quoi on les déplace. Les dents, vous leur appliquez une force. Si elle est très importante, si elle dépasse les limites anatomiques et fonctionnelles, elles vont sortir de leur place. Les dents ne se disent pas, ah, c'est un braquette autoligaturant, donc essayons de mettre des petites briques et de construire de l'os. Non, les dents, elles ne savent pas. Les dents, une dent, c'est bête. Une dent, elle réagit aux lois de la biologie et aux lois de la physique, ce qui est la base fondamentale de l'orthodontie. Donc, aujourd'hui, on entend la technologie, la technologie, la technologie, on entend les aligneurs, on entend les arcs, on entend les braquettes autoligaturants. Mais je vais vous dire une chose, la technologie n'est pas la biologie. Et la biologie gagne toujours. Donc, si vous voulez réussir vos traitements d'orthodontie, respectez la biologie. Elle est plus forte que nous. Finalement, ça me ramène à la chose la plus importante, c'est que la décision d'extraire ou ne pas extraire va dépendre du diagnostic et elle va dépendre des objectifs de traitement. Elle n'a absolument rien à voir avec l'appareillage. Donc, lorsque vous avez un cas clinique qui arrive chez vous au cabinet, lorsque vous avez un patient, vous devez d'abord poser un diagnostic, savoir où vous en êtes. Ensuite, connaître vos objectifs de traitement. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas.
Où doit-on mettre les dents à la fin du traitement? Qu'est-ce que nous avons le droit de faire? Et pour ça, il y a des règles. Rappelez-vous, l'expansion canine, la vestibuloversion, etc., toutes ces choses-là. Et en fonction du diagnostic et des objectifs de traitement, en fonction de votre point de départ et de votre point d'arrivée, vous allez décider de votre plan de route. Vous allez décider de votre chemin. Et si votre chemin doit passer par des extractions pour respecter les limites, vous allez faire des extractions. Si vous voyez que vous pouvez ne pas faire d'extraction sans violer ces critères de finition, vous n'allez pas faire des extractions. Ça, c'est exactement pour vous donner une similitude. Quelqu'un qui vous dit, vous êtes en Algérie, vous êtes à Alger, pour voyager, vous allez prendre l'avion. Voilà, c'est ça la règle. C'est la technologie. Aujourd'hui, on prend un avion. Mais si vous êtes à Alger, que vous devez aller à Oran, vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion. Vous allez prendre un train, vous allez prendre une voiture. Vous avez un point de départ et vous avez un point d'arrivée. Et en fonction de ça, vous allez utiliser le moyen ou la stratégie thérapeutique. Mais si on change le point d'arrivée, on vous dit que vous allez partir à Paris à partir d'Alger. Là, le plus commode est de prendre un avion. Donc regardez qu'en conservant le même diagnostic, c'est-à-dire le point d'arrivée, mais en changeant les objectifs, vous avez changé la stratégie. Donc il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de règle. Rappelez-vous que la décision d'extraire ou ne pas extraire dépend du diagnostic et des objectifs. Elle ne dépend pas de l'appareillage. Comme on dit souvent, celui qui n'a qu'un marteau entre les mains va prendre tout pour un clou. Il va clouer tout. Eh bien non, ce n'est pas parce que nous avons un type d'appareillage que nous n'allons pas faire d'extraction. Je pense que mon message a été assez clair jusqu'à présent. Et tout ça pour vous dire que les extractions est un outil, et on va le voir un peu plus tard, qui est extrêmement performant pour résoudre les problèmes de manière scientifique en orthodontie. La preuve, ce cas clinique. Regardez cet adulte qui est hypodivergent, qui est en classe 1, qui a un profil relativement plat. Ce profil-là, vous le montrez à quelqu'un qui utilise ces philosophies autoligaturantes non extractionnistes, il va vous dire sans extraction, vous allez abîmer le profil, etc. Allons voir ce qu'il a en bouche et qu'est-ce qui s'est passé. Regardez, il a un articulé inversé entre la 12 et la 42. Il a une absence de la 22 avec la 23 qui s'est substituée à la 22. Il a une déviation du milieu supérieur vers la gauche parce que justement la génésie ou la perte de la 22 a fait que les incisives ont migré à gauche. Sur le plan latéral, il est plus ou moins en classe 1 entre la 13 et la 43, mais il est en full classe 3 entre la 24 qui joue le rôle de 23 et la 33. Il a l'absence, nous allons le voir, de la 15 et de la 16. Il a également la racine de la 35. Et puis, il a beaucoup, beaucoup d'encombrement, notamment à l'arcade mandibulaire. Vous pouvez voir sur la photo occlusale maxillaire la déviation des incisives vers le côté gauche et la 23 et la 24 qui ont pris la place de la 22 et de la 23. Voici ces radios. Sur le plan panoramique, c'est un adulte jeune. Il a un parodonte en bonne santé, si ce n'est la fonte osseuse due aux extractions anciennes. Il a des dents de sagesse. Vous voyez la racine de la 35. Et puis, sur le plan de la radiographie de profil, de la céphalo, il a une symphyse qui n'est pas très épaisse. Il a des incisives inférieures notamment qui sont bien centrées dans la symphyse. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, combien d'épaisseur pouvez-vous avoir en face des racines des incisives inférieures? Il suffit de faire un cone beam ou de voir même sur cette radio pour comprendre qu'on a très très peu de marge de manœuvre. Avec en plus un patient hypodivergent, une tonicité musculaire très importante, et vestibuler des dents sur un profil comme ça va vous exposer véritablement à une pression de la lèvre qui sera importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce que j'ai fait, j'ai extrait la 44 et j'ai extrait la racine de la 35.
Et en haut, j'ai profité des espaces d'extraction. Vous allez me dire, mais il est hypodivergent, il a un profil plat, mais c'est très très grave, vous allez abîmer le profil. Mais docteur Wazeni, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez voir ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à aligner mon arcade maxillaire, j'ai mis en place la 12, et puis au niveau mandibulaire, pour éviter de vestibuler, pour éviter le mouvement de round trip, de va-et-vient, j'ai travaillé avec une technique segmentée pour d'abord reculer les secteurs latéraux et créer l'espace pour mes incisives. Voici le cas un peu plus avancé où, une fois que j'ai reculé la canine et les prémolaires, j'ai pu prendre en charge mes incisives. Ensuite, vous voyez que les espaces sont quasiment fermés parce que les espaces des extractions ont été principalement consommés juste par l'encombrement. Le but n'était pas de repositionner les incisives du bas, mais juste de les désengorger en les laissant en place puisque la position de départ était bonne. Et en haut, j'ai commencé progressivement à reculer ma prémolaire et ma canine. Pourquoi je l'ai fait progressivement? Parce que j'avais des extractions qui étaient très anciennes. J'avais le sinus et je ne savais pas si j'avais suffisamment d'os pour que ma dent puisse se déplacer. Il fallait une force très très légère pour que je déplace la dent avec son os. Et là, on voit sur cette photo la prémolaire qui commence à se déplacer gentiment. Un peu plus tard dans le traitement, elle s'est déplacée. J'ai mon espace en arrière de la canine, donc je vais pouvoir reculer un peu ma canine. Et puis en bas, je suis en train de finaliser ma fermeture d'espace, d'accord, sous forme de mésialisation, puisque j'avais aligné mes incisives et je ne voulais pas les repositionner. Voici ma canine qui a reculé, et là, je vais pouvoir recentrer mes incisives. Et c'est ce que j'ai fait, et voici le résultat final. Regardez le profil de ce patient. Est-ce que vous pensez que j'ai abîmé le profil? Absolument pas. Et il y aura un comparatif tout à l'heure. Non seulement je ne l'ai pas abîmé, mais je l'ai amélioré parce que le torque des incisives supérieures a permis de supporter la lèvre. Regardez le résultat final. Bien évidemment, ce n'est pas une occlusion parfaite et je ne prétends pas faire une orthodontie parfaite. La perfection n'existe pas parce que nous ne sommes pas parfaits, nos techniques ne sont pas parfaites, nos patients ne sont pas parfaits. Nous essayons plus de rechercher une excellence dans la démarche thérapeutique, plus que la perfection. On n'est pas là pour faire du wow et montrer des bouches avec des rouges à lèvres, etc. Ce qui m'intéresse, c'est le fond et non pas la forme. Donc, j'ai pu répondre à la demande de ce patient. J'ai recentré mes incisives. Il y a toujours une petite déviation des milieux et pour cause, nous allons le voir sur la panoramique, parce que j'avais le sinus maxillaire du côté gauche qui m'a empêché de reculer davantage ma prémolaire et ma canine et donc de centrer un peu plus mes incisives, mais c'était tout à fait correct par rapport à la situation de départ et le patient était content. En bas, j'ai parfaitement aligné et j'ai pu récupérer une classe 1 molaire et prémolaire. Voici les vues occlusales et nous pouvons voir qu'il y a plus ou moins une symétrie à l'arcade maxillaire avec une arcade mandibulaire qui est symétrique et des dents bien alignées et surtout qui sont restées dans leur symphyse, on va le voir. Il porte un fil collé en bas et en haut une gouttière thermoformée avec des fausses dents au niveau des édentements, le temps qu'il aille faire ses implants. Et ce qui est important, c'est les radios parce que c'est joli de voir des dents alignées avant-près, mais le vrai juge de paix, chers consoeurs et chers confrères, ce sont les radios pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai vestibulé? Est-ce que j'ai respecté les limites anatomiques? Est-ce que j'ai enfreint ma symphyse? Et là, nous pouvons voir sur la panoramique qu'il y a des petites finitions à faire, notamment au niveau de l'arcade mandibulaire, et que sur la téléradiographie de profil, l'incisive est restée bien centrée dans sa symphyse. Et surtout, voilà ce que je voulais vous montrer le profil avant-après. Voilà un patient qui est adulte, qui est très fortement hypodivergent, qui a un profil plus ou moins plat et pour lequel j'ai fait des extractions. Et malgré tout, il n'y a pas eu de destruction ou d'aplatissement du profil. Voici un exemple réel, vivant, comme quoi lorsque les extractions sont bien indiquées, lorsque la stratégie est bien menée, lorsque la mécanique est respectée, lorsque les limites, encore une fois, fonctionnelles anatomiques sont maintenues, non seulement les extractions n'abîment pas le profil, mais elles peuvent l'améliorer, même dans des cas extrêmes.
C'est pour ça que vous devez avoir une règle. Et cette règle est très simple. Ne pas extraire chaque fois que cela est possible et extraire chaque fois que cela est nécessaire. Ça veut dire quoi? Ne pas extraire chaque fois que cela est possible. Ça veut dire à chaque fois que vous avez la garantie, la certitude que vous n'allez pas enfreindre les règles anatomiques, fonctionnelles de stabilité. Extraire quand cela est nécessaire, ça veut dire que des situations où vous n'avez pas d'autre choix, sinon vous allez violer ces règles-là. Et justement, quelles sont ces situations où nous sommes obligés d'extraire? Et j'ai posé la question d'une manière un peu provocatrice. Quand est-ce qu'un orthodontiste non extractionniste est obligé de faire les extractions? Eh bien, vous avez plusieurs situations. La première, c'est lorsque vous avez un encombrement qui est très important. On vient de le voir, ça fait 20 minutes que je parle de ça, pour des raisons de stabilité notamment et de limites anatomiques. Lorsque vous avez une biproalvéolie, pour des raisons d'esthétique. Lorsque vous avez des asymétries, comme dans le cas de ce jeune homme, avec des déviations très importantes, vous êtes obligé d'extraire pour recentrer. Également, lorsque vous avez des problèmes de croissance ou chez un patient qui n'est plus en croissance, un patient adulte, pour camoufler justement ces décalages. Un cas de classe 2 avec un décalage important, un overjet important chez un adulte par prognathisme maxillaire. Vous extrayez 14-24 pour pouvoir repositionner. Et également certaines situations comme des DDD, des dysharmonies dentodentaires, où vous allez par exemple, au lieu de stripper de manière agressive, extraire une incisive du bas pour pouvoir corriger votre encombrement et harmoniser les volumes entre les dents maxillaires et mandibulaires. Donc voici, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, voici certaines situations où vous êtes obligé d'extraire, quelle que soit votre école de pensée, quelle que soit votre philosophie de traitement, quelles que soient vos croyances. Bien évidemment, si vous faites abstraction des règles de stabilité, des limites anatomiques, si vous faites abstraction de tout cela, vous pouvez traiter tous vos cas sans extraction. Mais ça engage votre responsabilité et votre conscience. Si vous faites abstraction et vous négligez les études scientifiques et la preuve scientifique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, je vous donne un conseil. Ce n'est pas la peine de dépenser votre argent à acheter des braquettes extrêmement chères. Achetez le braquette conventionnel le moins cher, mettez simplement un niti avec une forme d'arcade très large et vous allez avoir exactement le même résultat. Voilà, parce que ce qui pousse les dents en avant, ce qui pousse les dents sur les côtés, ce n'est pas le bracket, c'est l'arc. Et c'est le manque de contrôle des dents. Alors, maintenant, dans ces stratégies thérapeutiques, quels sont les différents schémas d'extraction possibles? Bien sûr, il y en a plusieurs. Je vais essayer de parler en montrant à chaque fois un cas clinique des différents euh, schémas d'extraction les plus courants, j'allais dire les plus fréquents. Donc, quelles sont ces modalités d'extraction que nous pouvons rencontrer? Et voici 6 patientes, comme par hasard, ce sont des jeunes femmes, qui ont été traitées avec des schémas d'extraction complètement différents, mais toujours dans le même objectif, qui est la recherche de l'excellence et de respect, encore une fois, des règles anatomiques fonctionnelles de stabilité. Et nous allons commencer par Dounia, qui s'est présentée, qui avait 25 ans, et qui est venue dans cette situation-là. Et son discours a été très simple. Elle m'a dit, je viens vous voir, docteur, parce que moi, mes dents, je les trouve alignées. Par contre, je n'aime pas mon profil. Et on m'a dit qu'avec l'orthodontie, on peut harmoniser le profil. Et effectivement, elle avait un visage plutôt long, une biproalvéolie, elle avait un profil convexe, elle n'avait pas de sillon labio-mentonnier, une incompétence labiale. Je n'ai pas besoin de vous décrire plus, ça saute aux yeux. Et puis elle avait raison, parce qu'elle était en classe 1 molaire et canine, très très peu d'encombrement, si ce n'est la 33 un peu à l'extérieur, mais il n'y avait pas de dents qui se chevauchaient, et pour cause, c'est logique. Plus vos dents sont en avant, plus elles ont de l'espace, moins elles se chevauchent. Mais ces dents-là poussaient ses lèvres en avant et faisaient qu'elle avait un profil qui était très convexe. Voici ses formes d'arcade, avec une forme mandibulaire notamment un peu carrée, qui n'est pas tout à fait une forme physiologique. Voici sa panoramique, il n'y a absolument rien à signaler.
et surtout sa téléradiographie de profil où nous pouvons voir cette projection des incisives vers l'avant avec un petit tracé céphalométrique qu'on appelle le tétragone plus, qui est inspiré de la philosophie Alexander et qui montre donc cette incisive inférieure à 102, une incisive supérieure à 110 et un angle interincisif très très fermé sur un schéma normodivergent. Alors le diagnostic, c'était une classe 1 squelettique normodivergente, biprotrusion, encombrement léger et puis surtout un profil très très convexe. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai traité avec l'extraction des quatre premières prémolaires, 14, 24, 34, 44. Donc, me voici avancé dans le traitement. Donc, au maxillaire, je suis sur un arc 0,16 acier sur lequel j'ai reculé mes canines. Et en bas, assez rapidement, j'ai pu placer un arc à boucle 16-22 acier pour pouvoir repositionner mes incisives. Il faut savoir que je suis en braquette 18-25. En vue occlusale, nous pouvons voir les canines qui ont reculé de manière assez significative et très rapidement, et puis les espaces d'extraction qui commencent à être réduits par la rétraction. Un peu plus tard dans le traitement, j'ai fini ma fermeture en bas et j'ai commencé la rétraction de mes incisives en haut. Voici les vues occlusales et la voici. Regardez le sourire, regardez le profil qui s'est énormément amélioré et regardez le résultat final. J'ai pu garder ma classe 1 molaire et canine, ma concordance des milieux, mon torque incisif est bon. Voici les vues occlusales. Elle dort avec une gouttière thermoformée et en bas, elle a un fil collé. Voici la panoramique. Les dents de sagesse doivent être extraites. Et puis, elle a besoin d'une petite finition pour légèrement diverger les racines de 31 et 41. Voici la téléradiographie de profil. Qu'en est-il au niveau des chiffres? Nous sommes passés de 110 à 105, de 102 à 96 et le profil s'est considérablement amélioré. Vous pouvez le voir sur ce comparatif. Voici avant et après. Deuxième patient, avec un schéma d'extraction qui est différent, Imen, qui est venue me voir, elle était plus jeune, elle avait 18 ans, et elle est venue dans cette situation. Alors, elle était hypodivergente, elle avait un profil plutôt plat, et puis comme vous pouvez le constater, elle avait un sourire qui était asymétrique, avec une exposition de gencives beaucoup plus forte du côté droit que du côté gauche, avec une canine qui était ectopique. Et lorsqu'on voit de plus près, elle a une bascule de l'axe des incisives supérieures vers la gauche avec la 22 en articulé inversé. Elle est plutôt en classe 2 du côté droit, plutôt en classe 1 du côté gauche. Et lorsque nous voyons les vues occlusales, malheureusement, j'avais perdu les photos occlusales. Nous constatons que du côté gauche maxillaire, elle avait perdu la 24. Donc la canine avait migré et ça avait entraîné toute cette bascule des incisives vers l'arrière et vers la gauche. À l'arcade mandibulaire, nous pouvons voir les encombrements sur des incisives qui étaient bien positionnées. Voici sa panoramique. Là non plus, il n'y a rien à signaler, pas grand-chose, si ce n'est la bascule du secteur antérieur vers la gauche supérieure et la téléradiographie de profil où nous pouvons, avant même de vous montrer les chiffres, voir que c'est une patiente qui est très hypodivergente, avec un joli profil qui est plat, une incisive supérieure qui est assez droite et une incisive inférieure qui est bien positionnée, bien centrée dans sa symphyse. Donc, il faut essayer de garder cette incisive le plus possible dans cette position. Voici les chiffres. Elle est en classe 1 squelettique. Une incisive à 93 qui signe une rétroalvéolie. Une incisive à 92 qui est bien positionnée sur un schéma hypodivergent et un profil avec des lèvres tangentes à la ligne esthétique. Le diagnostic, une classe 1 squelettique hypodivergente, supraocclusion, déviation des milieux vers la gauche, encombrement, un articulé inversé de la 22 et puis la 24 pardon, qui était absente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai extrait la 14, puisque la 24 était extraite, et j'ai extrait 35-45. J'ai fait ce qu'on appelle un schéma d'extraction de classe 2, c'est-à-dire les premières prémolaires en haut et les deuxièmes prémolaires en bas. Me voici un peu plus avancé dans le traitement. Au maxillaire, j'ai bracté, j'ai aligné, et vous voyez spontanément, comme si les dents avaient une mémoire, on commence à avoir une correction de la bascule des dents et spontanément une levée de la supraocclusion. Et j'ai commencé à reculer mes canines, notamment la 13, pour venir la symétriser avec la 23. À l'arcade mandibulaire, ce que j'ai fait des extractions et j'ai attendu. Je n'ai pas bracté
mon secteur antérieur tout de suite. Pourquoi? Pour bénéficier d'un phénomène qu'on appelle le driftodontics, c'est-à-dire la dérive distale physiologique qui survient chez les patients encore en croissance jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Lorsque vous faites des extractions et que vous ne faites rien, spontanément, les dents vont se distaller et vont aller au niveau de l'espace d'extraction, ce qui va désengorger l'encombrement sans rien faire. Donc, quelque part, la nature fait le travail à votre place. Et comme dans ce cas, j'avais aussi besoin d'avoir une petite perte d'ancrage, ça a été vraiment la stratégie de choix. Ensuite, dès que je n'avais pas plus d'encombrement, j'ai pu bracter mon arcade mandibulaire, je n'avais plus beaucoup d'espace à fermer. Au maxillaire, j'ai mon espace pour pouvoir recentrer mes incisives vers la droite. À la mandibule, encore une fois, très peu d'espace à fermer, mais par perte d'ancrage. C'est pour ça que j'ai mis en place une mécanique réciproque où je vais mésialer les 6 en bas et je vais rétracter mes incisives en utilisant des élastiques de classe 2 pour moduler mon ancrage. Voici les vues occlusales et voici la patiente. Et vous pouvez voir un sourire qui est équilibré, la disparition totale de ce pseudo-sourire gingival asymétrique. Pourtant, je n'ai utilisé ni minivis ni rien du tout. C'est juste le collage, le redressement des dents, la petite ingression par le jeu des fils. Vous pouvez voir un profil qui est très, très équilibré. Voici l'occlusion qui est en classe 1 molaire, canine. Les milieux sont centrés. Tout est correct. Je prends les photos le jour du débagage. C'est pour ça que vous voyez des petites inflammations de gencives. J'aime bien montrer la réalité d'un cabinet dentaire. Voici les vues occlusales. Elle a une gouttière en haut et un fil collé en bas. Voici sa panoramique. La dent de sagesse, notamment la 38, malgré la mésialisation, va peut-être devoir être extraite, mais ce n'est pas sûr parce que je pense qu'il peut y avoir un redressement spontané. Voici la radiographie de profil. Vous voyez que l'incisive du bas n'a pas bougé et l'incisive supérieure a été torquée. Qu'en est-il des chiffres? On est passé de 92 ou 93 au niveau de l'incisive supérieure à 100. Et c'est ce torque qui a permis de maintenir la lèvre supérieure. Et en bas, malgré les extractions, je suis passé de 90 ou 92 à 99. Donc, le fait d'extraire ne veut pas dire qu'on va repositionner. Si vous contrôlez votre mécanique, si vous savez avec quoi vous travaillez, si vous avez un objectif qui est clair, vous pouvez, même en faisant des extractions, ne pas repositionner et maintenir votre profil. Et là, j'ai un angle interincisif qui est beaucoup plus en concordance avec la norme, qui est entre 130 et 134 degrés. Et la voici, avant-après. Vous remarquerez la différence au niveau du sourire, simplement en suivant une séquence logique des arcs et avec une vision sur le traitement. Troisième modalité d'extraction, c'est Leïla qui est venue, elle avait 29 ans, et elle était plutôt hyper divergente, enfin franchement hyper divergente. Vous allez le voir sur la téléradiographie, c'est assez impressionnant, mais avec un profil qui était bon, une certaine incompétence labiale qui est due à la verticalité. Elle était en classe 3 molaire du côté droit, vous allez comprendre pourquoi. Elle était plutôt en classe 1 du côté gauche. Elle avait des encombrements au niveau des incisives supérieures et une tendance à la béance, qu'on appelle en anglais un shallow bite. Elle n'a pas un recouvrement qui est franc. Donc, il faut faire attention dans ce genre de situation. Si vous vestibulez, vous allez aggraver la béance. Pourquoi elle était en classe 3? Parce que, comme vous pouvez le voir, elle avait déjà fait un traitement d'orthodontie dans sa jeunesse. Et je pense qu'on lui avait enlevé une canine et elle a d'ailleurs les séquelles ou les restes d'une contention. Donc la prémolaire, la 44, joue le rôle de la 43 et la 45 joue le rôle de 44. Donc elle avait une dent qui manquait en bas, c'est pour ça qu'elle était en classe 3 molaire. Voici sa panoramique et vous pouvez remarquer un petit problème au niveau de la racine de la 12, donc une petite lésion parodontale au niveau de la 12 pour laquelle il faut faire là aussi extrêmement attention. Et puis regardez cette verticalité, regardez cette divergence qui est assez impressionnante. Et le plus impressionnant, c'est la symphyse qui est quasi inexistante. Donc dans un cas comme ça, quel est l'objectif? C'est de ne pas bouger l'incisive parce que si vous la vestibulez ou si vous la repositionnez, vous allez sortir la dent de l'os parce qu'elle n'a quasiment pas de symphyse. Plus les patients sont hyperdivergents, moins ils ont de symphyse. Donc c'est pour ça que je vous parle d'objectif. Son profil est plutôt correct.
mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faudra pas faire d'extraction. Voici les chiffres. Regardez, elle a un SN plan mandibulaire à 44, une incisive très redressée à 87 et un profil qui est bon. Mais un profil qui est bon ne veut absolument rien dire. En termes de diagnostic, c'est une classe 1 squelettique hyperdivergente. Elle est en classe 3 molaire à droite, classe 1 à gauche. Elle a le milieu du bas qui est dévié vers la droite parce qu'elle avait perdu la canine, des encombrements assez significatifs. Et puis, elle a donc cette résorption au niveau de la douce. Qu'est-ce que j'ai fait comme plan de traitement? J'ai extrait les 15-25 et j'ai extrait la 35. Donc, c'est un schéma d'extraction des secondes prémolaires. Pourquoi? Parce que j'étais en classe 3 du côté droit et je voulais perdre de l'ancrage, sachant qu'en bas à droite, je n'allais pas faire d'extraction puisque la canine était déjà absente. Et que du côté gauche, je voulais juste recentrer un tout petit peu les dents du bas, mais que j'allais perdre de l'ancrage. Et comme j'étais en classe 1, si je perds de l'ancrage en bas, je dois perdre de l'ancrage en haut. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire mes extractions, bracter, aligner mes dents. Alors, vous voyez qu'il y a des ligatures longues de la molaire à la canine sous l'arc. C'est ce qu'on appelle des lace-backs. C'est quoi ces lace-backs? Ils vont me permettre, pendant que j'aligne, de reculer un tout petit peu mes canines et mes prémolaires et de créer ainsi un peu d'espace latéralement aux incisives pour qu'ils s'alignent sans se vestibuler. Rappelez-vous que j'avais déjà un problème sur la 12. Je ne voulais pas faire de mouvement de va-et-vient. Voilà. Et puis, ces lace vont me permettre également de perdre un peu d'ancrage. C'est exactement ce que je veux. Voici la vue occlusale. Un peu plus tard dans le traitement, j'ai pu reculer mes prémolaires et mes canines, ma référence étant la 44 qui joue le rôle de 43. Donc, j'ai calé ma 13 en classe 1 avec ma 44. Et du côté gauche, donc j'ai reculé pour symétriser donc la 23 avec la 13. J'ai commencé à bracter en bas, toujours avec des lace back pour ne pas vestibuler. Voici les occlusales. Tout le reste va être une perte d'ancrage. Et c'est effectivement ce que j'ai fait, là aussi, de manière réciproque, avec des arcs à boucle pour perdre de l'ancrage en haut et en bas. Voici mes vues occlusales. Mes espaces sont quasiment fermés. Et la voilà. Je ne sais pas pourquoi les yeux sont masqués, mais ça m'a échappé. Donc, vous pouvez la voir. Alors oui, elle a un sourire gingival, mais qui est dû à la verticalité. C'est un sourire gingival qui ne la dérange pas. Elle a une lèvre également qui est courte, ou en tout cas qui est un peu hyperactive. Pour moi, un sourire gingival comme ça a beaucoup plus de chances, vu l'hyperdivergence, d'être traité chirurgicalement. On peut toujours essayer de mettre des mini-vis, essayer d'ingresser, mais sur une verticalité comme ça, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Il faudra non seulement ingresser, et le maximum d'ingression qu'on peut obtenir d'après les études de Wang, c'est 1,8 à 2 mm. Le reste, il faudra faire, si c'est possible, la gingivectomie. Et puis, rappelez-vous, la résorption au niveau de la 12. Donc, je ne serai pas assez enclin à faire ce genre de choses. Voici son occlusion. J'ai pu récupérer ma classe 1 molaire et canine à droite, à gauche, les milieux sont bons. Voici les vues occlusales, fil collé en bas et qui va s'étendre jusqu'à la prémolaire qui joue le rôle de canine et gouttière en haut. Voici sa panoramique et la téléradiographie de profil. Là aussi, où vous pouvez voir une chose importante qui était mon objectif numéro 1, c'est que mon incisive du bas reste à sa place et bien centré dans le minimum, je dirais, de symphyse qui était disponible. Voici les chiffres. Où nous étions à 87, je suis resté à 87. Et l'incisive supérieure a été un peu mieux torquée et vous pouvez voir que le profil a été respecté. La voilà avant et après. Une autre patiente, Lemia, qui est venue à l'âge de 20 ans. Et vous pouvez voir sur ces photos de profil notamment qu'elle a une tendance à la classe 3. Et donc, je vais vous parler du schéma d'extraction des classes 3. Et puis surtout, sur son sourire, qu'il y a des choses qui ne vont pas. En effet, regardez-moi cet encombrement, que ce soit à l'arcade maxillaire, avec la 22 qui est complètement en position palatine, les incisives supérieures qui sont déviées vers la gauche et qui ferment la porte à cette 22, et puis en bas, cet encombrement très, très, très significatif avec des canines 33-43 complètement en dehors de leur enveloppe osseuse et en classe 3 molaire et canine.
Voici les vues occlusales, où nous pouvons voir la 22 en position très, très palatine, et puis l'arcade mandibulaire avec au moins 12 à 13 mm d'encombrement des canines qui sont expulsées en vestibulaire. Voici sa panoramique avec en plus des dents de sagesse qu'il faudra certainement extraire. Et puis sa téléradiographie de profil avec finalement un profil qui est bon. Donc encore une fois, si on juge par le profil et si on suit les préceptes de ces techniques non extractionnistes autoligaturantes, on va dire, ah bon, comme le profil est bon, non, pas d'extraction. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Voici ces chiffres. Elle est en classe 3 avec un ANBA-2. Et puis, elle est en tendance un peu bipro-alvéolie, mais au moins la limite, on va dire, des incisives bien positionnées qu'il va falloir redresser, notamment celle du bas, pour aller corriger cette tendance à la classe 3. Et donc, le profil seul n'est pas un facteur suffisant. En termes de diagnostic, c'est une classe 3 squelettique normodivergente. On est en plus ou moins classe 1 molaire à droite, classe 3 molaire à gauche, les canines en classe 3, le milieu du haut qui est dévié vers la gauche, des encombrements très 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 sévères, une position palatine de la 22 et des dents de sagesse qui sont enclavées. Le plan de traitement, j'ai appliqué un plan de traitement typique d'un cas de classe 3, c'est-à-dire 15-25, donc les secondes prémolaires en haut et les premières prémolaires en bas. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là un peu plus loin dans le traitement. Que j'ai fait? J'ai fait mes extractions, j'ai bracté les dents que j'ai pu, j'ai ouvert l'espace pour la 22, j'ai, ensuite j'ai ramené la 22 en vestibulaire et j'ai flippé le bracket de la 22 pour pouvoir ramener la racine. En bas, j'ai extrait et j'ai mis un arc lingual et vous pouvez voir sur la vue occlusale la trace de la soudure de l'arc lingual pour bénéficier de ce fameux drift odontique. Sauf qu'à la différence du cap de Hymen, je n'ai pas voulu avoir de perte d'ancrage, donc j'ai mis un arc lingual pour bloquer mes molaires, et comme elle était jeune, j'ai juste laissé le temps aux canines de venir reculer spontanément dans l'espace d'extraction, et ce n'est qu'une fois que mon encombrement s'est presque résorbé spontanément que j'ai pu bracter et mettre mon fil. Ensuite, j'ai pu utiliser une mécanique de classe 3 pour repositionner les incisives du bas vers l'arrière et mésialer mes molaires pour venir rattraper ma classe 1. Voici les vues occlusales et voici la patiente avec les arcs de finition. J'avais également un petit problème de discordance transversale. J'ai utilisé un élastique midline qui est très très efficace pour venir obtenir ma correction des milieux interincisifs. Et voici la mise en fin de traitement. Et je vous laisse remarquer que le profil n'a pas changé. Elle avait encore une fois un profil qui était bien, et la stratégie thérapeutique, malgré les extractions, a fait que nous avons respecté ce profil, sauf que je suis quasiment sûr que les dents ont été mises de par le truchement des extractions dans des positions stables et qu'elle va garder ce résultat le plus longtemps possible. Voici le résultat final. Classe 1 molaire, canine, concordance des milieux. Comme je vous ai dit, je montre les cas le jour du débagage, je prends mes photos, donc un petit saignement suite au nettoyage. C'est ça la réalité d'un traitement d'orthodontie. On n'est pas là pour montrer encore une fois un, un concours de beauté, de photos ou de slides ou de patientes maquillées. On est là pour montrer la réalité. Elle a eu un fil collé en haut pour vraiment stabiliser la position de la 22, un fil collé en bas. Elle porte également une gouttière en haut. Voici sa panoramique. Les dents de sagesse doivent être extraites. Et voici la téléradiographie de profil où vous pouvez voir l'incisive qui a été repositionnée et toujours centrée dans sa symphyse. Voici les chiffres et je vous laisse voir le résultat avant-après qui démontre encore une fois que lorsque les extractions sont bien indiquées et le traitement bien mené et qu'il y a je dirais, un raisonnement logique en termes de diagnostic et d'objectif, il n'y a absolument aucun impact sur le profil. Un autre cas, et c'est l'avant-dernier, Zineb, qui est âgée de 27 ans, qui est venue me voir. Et dès qu'elle est rentrée en salle d'attente, je me suis dit, cette patiente-là, c'est encore un cas d'extraction de première prémolaire vu le profil qui est très en avant. Sauf que lorsqu'elle a ouvert la bouche, j'ai vu qu'elle n'avait plus de première prémolaire, qu'elle avait déjà fait un traitement au cours duquel on lui a extrait
14, 24, 34, 44, mais on n'avait pas réussi à redresser les dents. Et en plus de ça, on avait fait une sorte de stripping entre la 23 et la 24, qu'elle avait une couronne au niveau de la 12 qui est collée sur la couronne au niveau de la 13 avec un diastème. Voici ces vues occlusales avec même les restes de la contention. Et surtout, regardez la panoramique qui montre qu'il y a des dents de sagesse qui sont sur l'arcade. C'est la preuve qu'il y a eu une perte d'ancrage pendant son premier traitement et qu'elle avait l'absence de la 12 avec donc une couronne et un pontique sur la 13, mais également une couronne sur la 22. Voici sa téléradiographie de profil avec des chiffres qui sont très importants en faveur d'une biproalvéolie et d'une protrusion des lèvres supérieures et inférieures, tout ça sur un schéma hyperdivergent. Donc en termes de diagnostic, c'est une classe 2 squelettique bipro avec l'absence des premières prémolaires. Le plan de traitement, ce que j'ai fait, j'ai extrait 16, 26, 36, 46. On va me dire, mais docteur Ozeni, vous êtes fou. Mais les premières molaires, ce sont les piliers de l'occlusion. Oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, étant donné la situation de la patiente, étant donné l'absence de choix thérapeutique, après, on pourra toujours me dire, oui, mais pourquoi vous n'avez pas enlevé 4 dents de sagesse et vous avez mis des vis et vous avez tout tiré? Ok, c'est possible, sauf que les dents, encore une fois, ne savent pas d'où vient l'espace. Les dents, elles ne savent pas si l'espace vient des dents de sagesse ou si l'espace vient des premières molaires. Pour moi, c'est beaucoup plus prévisible, prédictible, moins traumatisant pour le patient d'extraire des premières molaires, d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir repositionner au maximum, quitte à perdre de l'ancrage, sans avoir besoin de mini-vie. C'est plus simple pour tout le monde. C'est effectivement ce que j'ai fait. J'ai bracté mes 7 et mes 8, comme si c'était des 6 et des 7. J'ai commencé à fermer les espaces en bas. J'ai aligné en haut. J'ai coupé le pontique de la 12 qui était collé avec un taquet sur la 11. Et puis, ce que j'ai fait, comme je voulais reculer en glissement et que je suis en 18-25, j'ai mis des bagues en 0,22 sur mes molaires pour pouvoir glisser en technique bimétrique. C'est effectivement ce qui s'est passé. Vous voyez qu'en bas, j'ai complètement fermé l'espace et qu'en haut, j'ai mis un arc 17-25 acier avec des omégas qui remplacent les crochets clippés, parce que je n'aime pas les crochets clippés. Et puis j'ai tendu une chaînette pour pouvoir glisser. Donc mon arc 17-25 va me permettre de contrôler mon torque, parce que je devais fermer sur une grande distance. Même si je voulais rabattre un peu, j'avais besoin d'un minimum de contrôle de torque. Et ce 17-25 sur les bagues 22-28 va glisser sans aucun problème. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de résistance au glissement. Pourquoi ça s'est fermé plus à droite qu'à gauche? Je ne peux pas vous le dire. Peut-être qu'elle mâchait plus d'un côté que de l'autre, mais en tout cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la biologie est plus forte que nous. Mais soit, ce que j'ai fait, j'ai changé mes modules élastiques, j'ai rajouté des élastiques de classe 2 et j'ai pu fermer tous mes espaces. Voici le cas quasiment terminé. Et voici la patiente. Et vous pouvez voir non seulement le sourire, qui est très très agréable, mais également l'aplatissement du profil. Nous allons faire un comparatif. Voici le résultat final. La patiente est en classe 1, molaire, canine. Les dents sont redressées. Il y a un respect, là aussi, du parodonte. Il y a un redressement des dents avec un impact sur sa fonction, son esthétique et sur la stabilité. Elle met une gouttière en haut et un fil collé en bas. Voici sa panoramique. Et vous pouvez voir que tellement j'ai anticipé sur le fait que les dents ne plongent pas dans l'espace d'extraction que j'ai eu le contraire. Donc, vers la fin, j'ai recollé les prémolaires pour les redresser. Et vous pouvez voir également en bas le parallélisme des axes qui signe un très bon contrôle biomécanique malgré le 10 mm d'espace que j'avais à fermer. Voici sa téléradiographie et l'amélioration du profil avec des incisives qui sont fortement redressées. Et regardez l'effet non seulement sur le sourire, mais également sur le profil. Et enfin, le dernier cas, Latefa qui a 37 ans et qui est venue me voir dans cette situation. Elle était tellement timide qu'elle n'osait même pas voir la caméra. Elle était très hyperdivergente avec un profil vraiment plat. Un cas comme ça, vous allez me dire, oui, mais vous n'allez quand même pas extraire. Ben, vous allez comprendre que oui. J'ai extrait et vous allez comprendre pourquoi et quel est le résultat. Pourquoi j'ai extrait?
parce que la TFA présente une supracclusion. Elle était en full classe 2, molaire et canine du côté droit, et elle était en classe 2 molaire du côté gauche, mais classe 1 canine. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle avait une asymétrie de son arcade maxillaire et qu'elle avait la 24 qui avait fait une éruption complètement en palatin. C'est probablement la conséquence d'une perte de la 64 qui a fait que la canine a migré et la prémolaire, la 24, n'a pas eu d'autre choix que d'évoluer au niveau du palais. Ça a fait cette arcade qui était asymétrique et c'est pour ça qu'on est en classe 1 canine à gauche et en classe 2 à droite. En bas, très très peu d'encombrement, rien de significatif. Voici sa panoramique. Elle était suivie par un excellent dentiste qui faisait le contrôle parodontal régulièrement. Et voici sa téléradiographie de profil avec une incisive du bas qui est bien positionnée, mais là, c'est pas difficile de la garder parce qu'elle avait quasiment pas d'encombrement. Mais en haut, les incisives supérieures étaient en compensation. Elle était en classe 2, cette patiente, et les incisives étaient très très droites, avec un encombrement important. Si on aligne sans faire d'extraction, nous allons créer un overjet très important qu'il sera impossible de rattraper avec une lèvre supérieure qui va partir en avant. Regardez les chiffres. Une incisive à 93 et un angle très très ouvert. Diagnostic, classe 2 squelettique hyperdivergent, full classe 2 à droite, full classe 2 donc canine également, encombrement important à l'arcade supérieure, une supraocclusion et une arcade asymétrique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des extractions monomaxillaires de la 24 qui était au niveau du palais et de la 14 pour pouvoir reculer ma canine et recentrer mes incisives. Sauf que cette patiente, elle me dit, OK, docteur, tout ça, c'est très bien, sauf que moi, je ne veux pas de braquette, ou du moins, je ne veux pas de braquette visible. Donc, je lui ai proposé un traitement en orthodontie linguale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé mon appareillage. Ensuite, j'ai demandé l'extraction des prémolaires et j'ai commencé à aligner les secteurs antérieurs. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail de la stratégie en technique linguale. Le miracle du lingual, c'est que on ne voit absolument rien. C'est exactement ce que nous obtenons lorsque nous voyons le patient sourire et surtout, ça a un effet magique pour lever la supraocclusion parce que comme nous mettons des cales sur les molaires pour que les dents du bas ne viennent pas buter contre les braquettes linguaux, tout de suite, ça lève la supraocclusion. À l'arcade mandibulaire, j'ai simplement aligné, j'ai fait un peu de stripping. À l'arcade maxillaire, je suis en 17-25 TMA pour commencer à préparer ma fermeture d'espace et notamment mon torque, qui est très difficile à contrôler en lingual. Et ensuite, j'ai mis en place ma mécanique de fermeture d'espace. D'accord? Comment j'ai fait ça? Je vais aller assez rapidement. J'ai utilisé un arc bimétrique qui est en acier rectangulaire 17-25 devant et 17, un 0,17 rond derrière. Et je l'insère dans les tubes accessoires sur des tubes qu'il y a sur les premières molaires. Et de prémolaire à la deuxième molaire, il y a un sectionnel en 17-25 TMA. D'accord? Ensuite, je vais venir tirer un fil élastique en 0,40 des secteurs latéraux au secteur antérieur. Idéalement, si on veut vraiment avoir une mécanique sans friction absolue, il faudra mettre deux mini-vis entre molaire et prémolaire et venir tirer sur les mini-vis, mais la patiente avait refusé les mini-vis. Une fois que j'ai fermé l'espace, j'ai intercuspidé. Ce n'est pas parce qu'on fait du lingual qu'on ne va pas finir le cas. C'est plus difficile, certes. Et puis regardez, la voilà à la fin du traitement. Regardez son profil qui n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le nivellement a fait que les incisives se sont vestibulées et ensuite on les a rétractées par l'extraction et donc elles sont revenues à leur position de départ. Donc le profil n'a pas changé. Voici le résultat final. Classe 2 molaire thérapeutique, classe 1 canine, la supra élevée. J'admets que j'ai eu beaucoup de chance dans ce cas parce que le contrôle de torque et la fermeture des espaces est très très difficile en lingual. Elle porte un fil collé de prémolaire à prémolaire avec une gouttière en plus, donc une double contention, et en bas un fil collé. Voici sa panoramique et voici sa téléradiographie avec les chiffres de fin de traitement et un angle interincisif qui est quasiment idéal. La voilà avant et la voilà après des extractions de première prémolaire. Alors, quel est le message que vous devez emmener chez vous? Eh bien, l'orthodontie que vous devez appliquer
ne doit pas être basé sur le marketing. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup fleurir aujourd'hui, notamment grâce à la publicité agressive des compagnies sur les réseaux sociaux, mais elle doit être plutôt basée sur la science, elle doit être basée sur les études cliniques, elle doit être basée sur les études scientifiques. C'est quoi une orthodontie basée sur la preuve scientifique? Elle est à la conjonction de trois éléments qui sont l'expertise du praticien, la meilleure preuve scientifique et les préférences du patient. Votre orthodontie doit être basée aussi sur le choix du patient. C'est quoi la meilleure preuve scientifique? Vous n'êtes pas sans savoir la pyramide de la preuve scientifique, où au plus bas de l'échelle, nous avons les opinions d'experts ou les cas cliniques. Quand quelqu'un vous montre des cas cliniques sans radio, sans études scientifiques, quand ce n'est adossé à aucune preuve, ça ne vaut rien. Et puis au plus haut de l'échelle, nous avons les revues systématiques avec méta-analyse. Et rappelez-vous, une chose très importante, dans cette ère aujourd'hui de technologie qui est dominante, dans nos esprits, la technologie est toujours sur le point de nous libérer de notre discipline personnelle et de notre responsabilité, sauf que ce n'est pas le cas et ça ne le sera jamais. Rappelez-vous, la technologie n'est pas la biologie. La technologie ne nous dispense pas de notre responsabilité, de notre discipline. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. Et du plus profond cœur du Maroc, je vous remercie pour votre attention en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes et je me tiens à votre disposition pour la session de questions-réponses. Merci beaucoup, professeur Rosani. Au nom de l'assistance, je vous remercie énormément pour cette très belle présentation que nous avons suivie avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt et d'admiration aussi. Alors, mes chers candidats, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Le débat est ouvert. Alors, si vous voulez, enfin, si vous pouvez réactiver vos sons, votre son en appuyant sur le bouton microphone et poser vos questions directes, faites-le. À défaut, vous pouvez utiliser le chat du salon. Nos amis sur Facebook peuvent aussi nous poser des questions sur les commentaires. Nous les rapporterons fidèlement au professeur pour pouvoir y répondre. Merci. La parole est à vous, mon candidat. Alors, juste une petite rectification, je ne suis pas professeur, je suis juste docteur orthodontiste, je suis, comme j'aime souvent le répéter, un petit orthodontiste d'un pays du tiers-monde. Voilà, dans le privé, je ne suis pas universitaire, je suis un clinicien. Et à ce titre-là, je me permets modestement de partager mon expérience et surtout, je revendique une liberté de ton parce que je ne travaille pour aucune compagnie. Je ne suis pas un leader d'opinion. Je ne suis pas payé par une compagnie pour vendre des braquettes ou pour vendre quelque chose. Donc, je suis un homme libre. Merci pour cette précision, docteur. Mais en parcourant votre CV, j'ai dû imaginer tout seul que vous êtes professeur. Alors, Alors, je pense qu'il y a une question. vous la repérez ou alors vous voulez que je vous la lise? Allez-y, lisez-la moi. Alors, elle vient de Khawla, oui, Mhm. de Khawla Moulaham, dans le salon Zoom, et elle dit de quelle section de fil je peux faire l'inversion du bracket en cas d'inversion d'articulé de l'incisive latérale. Voilà. Alors, c'est une excellente question. D'abord, je la remercie pour son gentil message, puisqu'elle m'a remercié pour la présentation. Je suis à votre service, madame. Et bravo pour cette question qui est très pertinente. Alors, le problème n'est pas un problème de section de fil. Donc, j'essaie d'expliquer la situation de Khawla. C'est le cas où j'ai montré l'incisive latérale. Une fois que j'ai ouvert l'espace, je l'ai ramené, peu importe comment je l'ai ramené. Mais une fois que je l'ai ramené, qu'est-ce qui se passe lorsque les incisives sont en position palatine? C'est comme la force de vestibuloversion est appliquée sur la couronne.
on est loin du centre de résistance, donc on a une version. On ramène la couronne et souvent la racine reste en arrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre en place une stratégie biomécanique pour ramener la racine. Et la meilleure façon de le faire, c'est inverser le bracket, puisque le torque sur le bracket de l'incisive latérale supérieure est aux alentours de 9-10 degrés, donc il est de plus 9 ou plus 10. Si on l'inverse, on est censé appliquer un torque de moins 9 ou moins 10. Sauf que le fait de l'inverser seul ne suffit pas. Il faut lire l'information qu'il y a dans la gorge, il faut lire ce torque-là. Donc, il faut arriver à un arc full size. Moi, je suis en 18-25. Mes braquettes sont des gorges 18-25. Donc, quand j'inverse mon braquette, je mets un fil 17-25 niti, par exemple, que je laisse 2 mois, 3 mois. Et ensuite, je mets un arc en acier 17-25. Parce que pour appliquer un torque, il faut un module d'élasticité qui soit important. Il faut une rigidité. Il faut pour appliquer ce couple de force. Et il n'y a que le torque, que l'acier qui lie le torque. D'accord? Il n'y a que l'acier qui permet d'exprimer le torque. Vous pouvez, pour un peu plus de douceur, si vous voulez utiliser un TMA, c'est pas mal, mais on ne fait pas mieux que l'acier. Et rien ne vous empêche de le faire de manière progressive. Donc, lorsque j'inverse mon bracket, que ma latérale est sur l'arcade, je peux par exemple passer par un 16-22 niti. Ensuite, je mets un 17-25 niti que je laisse 2-3 mois pour enclencher ce mouvement-là. Et ensuite, je peux insérer mon 17-25 acier. Et si je vois en insérant mon 17-25 acier que c'est un peu trop fort, je peux mettre un 16-22. Il n'y a que 5 degrés de jeu. Je le laisse à peu près 1 à 2 mois pour préparer l'insertion du 17-25 acier. Et ensuite, je le laisse longtemps. Parce que, comme on dit, TTT, Torque Takes Time. Donc, non seulement il faut de l'acier, mais il faut du temps pour que la racine revienne. Donc, après, en fonction de comment vous travaillez, si vous êtes en 22-28, par exemple, vous devez commencer par un 19-25 niti. Je vous recommanderais de passer ensuite par un 21-25 niti. Et ensuite, idéalement, passer par un 21-25 acier. Sauf que insérer un 21-25 acier sur un bracket 22-28, c'est un peu dur. Donc, si vous pouvez le faire en TMA, par exemple, c'est bien. C'est l'un des avantages de travailler en 18. Nous avons des arcs qui sont plus réduits en termes de diamètre et donc qui appliquent des forces beaucoup plus légères. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est non seulement inverser le bracket, mais il faut lire l'information. Et donc, il faut arriver à l'arc quasi full size. J'espère que j'ai répondu à la question. Apparemment, oui. Merci, docteur Ahmed, pour votre gentil commentaire également. Je suis content lorsqu'on parle d'humanité. C'est exactement ce que j'essaye de partager et de faire parce que nous ne faisons rien d'extraordinaire. Souvent, les orthodontistes se prennent pour des super-héros. On n'est pas des super-héros. J'aime souvent dire en rigolant que nous avons de la chance d'avoir des patients parce que nous travaillons sur un organe qui n'est pas vital. Les gens peuvent vivre sans les dents. Les gens peuvent vivre avec des dents qui sont encombrées. Nous ne sommes pas des ophtalmos, des cardios ou des réanimateurs. Donc, tant qu'à faire les choses qui sont presque superflues, essayons de le faire bien. Alors, il y a une autre question. Je peux la lire? Oui, docteur. Il y a, Alors, comment, vous pouvez le je dire. ne vous entends pas bien. Je dis, vous m'entendez comme ça? Un peu mieux. Alors, apparemment, ce n'est pas une question. Je ne veux pas poser une question, mais je vous remercie pour votre conférence. Et surtout, je suis d'accord avec vos approches où certains cas nécessitent vraiment des extractions. Et c'est à nous de prendre la décision correctement et ne pas suivre certaines techniques qui n'ont pas encore la preuve scientifique que tous les cas doivent être traités sans extraction. Merci. C'est exactement ça. Je pense que le docteur Bogandora a très bien résumé. Et s'il y a une chose que j'aimerais que les participants retiennent, c'est ce message-là du docteur Mehdi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de recette, il y a une logique thérapeutique. Vous savez, l'orthodontie, ce n'est pas très compliqué. C'est même simple si nous maîtrisons ces trois choses. Le diagnostic, les objectifs, la mécanique. Sauf que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et c'est ce qui rend la chose compliquée, justement. Mais je suis entièrement d'accord avec lui et je le remercie pour son commentaire extrêmement judicieux.
Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Il y a quelqu'un? Docteur, Oui, vous êtes là? oui, oui, je suis là, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Je, pas que je sache, non. Je vais encore vérifier. OK. Euh, je Alors, vais je les... vais juste essayer de dire un mot. Je vais essayer de dire un mot à propos de la formation que nous voulons lancer, Inch'Allah. Oui, Alors, je pense que vous avez tous les éléments pour faire une brochure et la partager avec les participants. En fait, c'est une masterclass en orthodontie qui dure 4 sessions, donc 4 demi-journées. C'est l'équivalent de 2 jours. D'ailleurs, je donne la même après-demain, samedi, dimanche, Inch'Allah, à Casablanca. Je l'ai donné un peu partout, notamment en Europe. Et c'est un peu comment les clés du succès en orthodontie. Quelle que soit la philosophie de traitement des participants, ça n'a rien à voir avec telle ou telle technique. Hein. Les gens savent que je travaille en technique Alexander, mais ça n'a rien à voir avec Alexander. C'est simplement une formation qui va permettre, un peu à l'image de cette conférence que j'ai donnée aujourd'hui, de définir un cadre dans lequel nous avons ou pas le droit d'exercer de l'orthodontie à la lumière des données de la science. Je vais couvrir quasiment tous les sujets de l'orthodontie, de la consultation à la contention, en passant par les échecs, les cas pluridisciplinaires, la mécanique, les extractions justement, le collage, le diagnostic, les objectifs, les classes 2, les classes 3, l'orthopédie, donc tout ça en 4 sessions, à essayer de couvrir de manière un peu non exhaustive euh, les grands sujets pour donner un cadre, un canevas dans lequel les participants pourront ou apprendront à exercer une orthodontie de qualité basée sur la science. Voilà, merci, docteur, pour vos commentaires et vos avec réponses. grand plaisir. Euh, je ne sais pas s'il y a encore une question. Enfin, sur Facebook, il n'y en a pas. Je viens de vérifier. S'il y en a, nous attendons nos participants. En tout cas, je suis à votre disposition. Je suis joignable sur Facebook, je suis joignable sur Instagram. Je vais essayer de noter sur le chat mon compte Instagram. Alors, comme ça, les gens pourront me suivre. Voilà, ça c'est mon compte Instagram, DR pour docteur, tiré du 8, Wezani, tiré du 8, Ali. Je partage beaucoup de contenu didactique. Je n'ai pas un compte juste pour montrer avant-après, mais je partage de la biomécanique, etc. Je suis joignable également sur Facebook, sur Messenger. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, j'ai envoyé mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre et à me poser les questions que vous voulez. Merci beaucoup, docteur. Merci pour Voilà, tout. Je vous informe juste que les commentaires et les questions viendront, enfin, tomberont dans les heures qui suivront. Le, le- avec le- plaisir. oui. Avec Euh, plaisir. Ce que vous pouvez faire, c'est les collecter, me les envoyer par WhatsApp. Je répondrai éventuellement par note vocale et vous pourrez ensuite en faire part aux participants avec plaisir. Très bien. Je vais partager avec vous la publication du live et vous allez recevoir directement les notifications. Voilà, très très bien, avec plaisir. Merci beaucoup, docteur. Mais Merci. écoutez, c'est moi. Merci encore une fois pour votre invitation, pour votre confiance. C'est toujours un plaisir et un honneur. J'espère que les relations maroco-algériennes sur le plan politique qui nous dépassent tous vont s'aplanir bientôt et que je pourrai encore assez rapidement revenir en Algérie, que mes amis algériens pourront venir au Maroc, parce que c'est la logique des choses et nous sommes des peuples frères et j'espère que ça se résoudra très très rapidement. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes toujours le bienvenu, même Je, si les frontières ne nous accordent pas beaucoup de choses. Voilà. La Il y a des technologie, frontières scientifiques, heureusement, et technologiques que nous pouvons utiliser pour partager ce qu'il y a de plus noble
à savoir l'amour de l'orthodontie et l'amour de la science. Merci beaucoup, docteur. Merci aux participants. Merci à Bonne soirée tous. à tous et à très bientôt. À très très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.